Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, rencontre entre le Premier ministre et les partenaires sociaux le 27 prochain. Les travailleurs s'attendent à la préservation des acquis et demandent l'appurement de tous les accords signés. L'ancienne présidente du Haut Conseil du dialogue social pointe un problème de communication. Les autorités doivent revoir la communication pour déminer les conflits sociaux, selon Innocence Tapendiaï. Notre invité dans un soir d'info sera son successeur Mamadou Lamine Dianté. À la une également de l'actualité, la coordination des étudiants de Saint-Louis réclame l'abrogation de la dernière loi d'amnistie. Cette loi est un obstacle à la manifestation de la vérité dans le dossier du décès de leurs camarades décédés lors des dernières manifestations politiques. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Mais d'abord, la disparition d'El Hadj Eliman Ndour, décédé hier à l'âge de 98 ans. Des témoignages éloquents ce matin à l'occasion de la cérémonie de levée du corps ce matin à l'hôpital principal de Dakar, Habib Faye. À jamais, El Hadj Eliman Ndour, 98 ans de vie, plein d'enseignements et de bonté. Une mission bien accomplie selon les témoignages. Lors de la levée de corps, ils étaient nombreux à venir lui dire un dernier au revoir. Chacun peut faire un témoignage grâce à vous. La nature de notre relation en dit-on Youssou. Je peux témoigner de la dimension qu'Eliman mettait dans l'éducation de ses enfants. Une relation particulière. Dimension bi góor gi tek doom. Ko xamni papa Youssou Ndour être le papa de Youssou Ndour, avoir 98 ans et méconnu du grand public est très rare. Le vieux était dans son coin avec son chapelet. On ne l'entendait sur aucun détail. C'est ce genre de vie que nous tous nous souhaitons. Je pense que Boba Ndour, fils du défunt, attristé, se remet au Tout-Puissant. Hier, je disais à Youssou que notre père vit depuis 10 ans les prolongations de sa vie. Avoir un parent qui dépasse la centaine est une chose. Alors, la famille parce qu'elle n'a pas attendu ce jour pour prendre le relais. Elle a tout compris. Parti de rien, le père de Youssou Ndour a su bâtir son empire dans les dures périodes de la vie. Pour notre histoire, nous avons un papa qui se nomme Eliman Ndour. Il est né à Poufoun, localité derrière Khombol. Il a laissé derrière lui ses parents pour rejoindre la capitale afin de gagner sa vie, alors qu'il n'y connaissait personne. Selon lui, une fois dans une maison à Gueule-Tapée, on lui a ouvert les portes et c'est de là qu'il a bâti ce qu'il a réussi. Aujourd'hui, c'est lui, notre père, le papa de Youssou Ndour. El Hadj Eliman Ndour retourne à Poufoun, sa terre natale. Beaucoup de personnes l'ont accompagné ce jeudi jusqu'à sa dernière demeure. Et il a été inhumé à Poufoun, comme vous l'avez dit, Habib. Vous avez suivi le sujet de Cheikh Anta Diop en Wolof. Nos condoléances à toute la famille Ndour. Dans l'actualité également, accident mortel sur l'axe Podor-Taredji. Le bus qui assurait la desserte entre Saint-Louis-Podor et une moto routière se sont violemment percutés au croisement de Taredji. Le conducteur de la moto est mort sur le coup et la dame a succombé quelques heures après à ses blessures à l'hôpital de Podor. Le corps du gérant est acheminé à l'hôpital de Ndioum.
Dans l'actualité également, le Front social en ébullition. L'ancienne présidente du Haut Conseil du dialogue social invite les autorités à revoir leur communication interne et à prôner le dialogue. Innocence Tapndjaye a présidé ce matin la célébration de la Journée mondiale de la justice sociale. Compte rendu, Tierno, Laurent Mendy et Alassane Ba. Elle est consciente de la situation actuelle que traverse le pays. C'est pourquoi l'ancienne présidente du Haut Conseil du dialogue social ne veut pas rester les bras croisés. Son avis compte ainsi que ceux de tous les Sénégalais. Innocence Tapndjaye prône le dialogue pour faire face aux difficultés. Les acteurs syndicaux sont des citoyens. Ils ont des familles. Donc aujourd'hui, si on ne discute pas avec eux et qu'en face, ils ont des structures qui licencient à l'appel, sans tenir compte des motifs. Et on ne peut pas, pour ma part, dire qu'on veut le plein emploi ou créer des emplois ou avoir une politique nationale d'emploi efficace en supprimant des emplois. Sur un autre plan, c'est un problème de communication. Parce que si aujourd'hui, on se lève en disant au Sénégal, tout est au rouge, eh bien tous les bailleurs de fonds vont s'asseoir et nous regarder. Si nous-mêmes nous jetons à la pâture notre secteur privé, rien ne va marcher. Propos tenus lors de la célébration de la Journée mondiale de la justice sociale, l'international francophone du dialogue social a adhéré depuis le 20 décembre 2024 à la coalition mondiale pour la justice sociale. C'est donc la première activité de l'IFDS dans le cadre de cette coalition et nous avons mobilisé les mandants tripartites, comme on dit, mais en plus des membres de la société civile, surtout des organisations de jeunes, parce que le thème qui nous réunit aujourd'hui tourne autour des jeunes, en lien avec le dialogue social, qui est une dimension nouvelle. Avec comme thème quel dialogue social pour une meilleure promotion de l'emploi et de la qualification professionnelle des jeunes en Afrique francophone, l'IFDS veut contribuer à la réflexion sur la problématique du chômage endémique des jeunes. Depuis l'indépendance, nous nous battons contre les mêmes mots. Qu'est-ce qui n'a pas marché, où ça a marché? Le dialogue social est aujourd'hui un levier. Et c'est ce que nous essayons de faire comprendre à travers ce panel avec les jeunes pour que le désespoir ne les gagne pas. Parce que si on ne trouve pas de solution, c'est un autre risque, un risque politique majeur. Le premier outil qu'on va donner aujourd'hui, c'est la qualification professionnelle. Beaucoup de jeunes se plaignent du chômage alors qu'ils n'ont aucune qualification professionnelle. Cette rencontre a réuni des experts du dialogue social de différents pays de l'espace francophone. Et sur cette tension sociale qui se profile, on reçoit le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté. Dans un instant, dans Soir d'Info, la suite. Près de 800 agents prestataires des bureaux CMU et techniciens supérieurs en informatique s'insurgent contre leur situation contractuelle. Selon ces agents, le nouveau DG a rompu un engagement signé par l'équipe sortante. Voici Moussa Bassoum, coordonnateur des agents, avec Fatima Touré. Et depuis janvier 2024, nos contrats ont été résiliés. Et nous sommes jusqu'à maintenant sous contrat. Le DG sortant, Cheikh Tako, nous avait promis que nous serons dans 2 mois, le travail va reprendre. Mais depuis l'arrivée du nouveau DG, nous voyons qu'il n'a pas eu la bonne information. Parce que des postes que des gens occupent ne peuvent pas faire appel à la candidature. Raison pour laquelle nous sommes là. Et s'il avait la bonne information, cette bonne information, il devait l'avoir au niveau du secrétaire général de la CMU qui devait lui donner la bonne information et il n'a pas donné la bonne information. Donc des postes que des gens occupent depuis 2018, est-ce que c'est raisonnable qu'on le fait appel à candidature? Le nouveau DG, nous avons essayé de l'approcher parce que nous avons écrit 2 lettres. Nous avons envoyé 2 lettres et un email. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu gain de cause. Et nous voulons que le DG, s'ils nous entendent, ils savent que nous sommes sous contrat. Ils nous doivent des salaires.
Et vous le savez, le Premier ministre rencontre les partenaires sociaux le 27 février prochain. Les travailleurs s'attendent à la préservation des acquis, mais aussi demandent l'appurement de tous les accords signés. Reportage Fatou Bintou Conté. Ils vont aller répondre à l'appel du gouvernement le 27 février prochain. L'alliance SAEMS-CUSEMS sera de la partie, disent les syndicalistes, qui jugent que cette rencontre devait se faire depuis longtemps. La rencontre du jeudi, à l'évidence, nous allons y participer. Vous savez, nous avons toujours pensé qu'il faut éviter la politique de la chose vide, de la chaise vide. Ça n'a pas du tout de sens. Et vous savez, toutes ces nouvelles autorités, quand nous les avons rencontrées, nous leur avions dit que la première chose que nous attendions d'elles, c'était une disposition d'écoute attentive. De toutes les façons, cela ne les empêchera pas, si l'État continue de faire la sourde oreille, d'entrer dans une spirale de lutte sans fin pour réclamer la résolution de leur passif social. Nous en arrivons à nous battre avec les autorités, mais c'est parce que nous avons épuisé toutes les voies de recours. Nous avons été pendant très longtemps dans l'alerte. Mais qui nous connaît, c'est que quand arrive le moment de porter les combats, eh bien nous les portons avec vigueur. Les syndicats s'indignent aussi de l'immobilisme, du manque de communication du gouvernement et de leur errement quant à leurs revendications. De préavis des syndicats pour exiger l'appurement du passif de tous les accords signés et surtout l'examen des nouvelles questions, le gouvernement n'a même pas daigné accuser réception des dites correspondances, encore moins convier les syndicats à une rencontre pour examiner les revendications. L'alliance SAEMS-CUSEMS dénonce aussi la démarche cavalière et solitaire du ministre de l'Éducation nationale sur certaines décisions stratégiques. La dernière en date, le projet de décret portant réorganisation du ministère de l'Éducation nationale. Marche pacifique des étudiants de l'université de Sanar. Ils ont célébré l'an 1 de l'assassinat de 2 de leurs camarades. Ces étudiants réclament l'abrogation de la loi d'amnistie votée par la précédente législature, loi qui serait un obstacle à l'éclatement de la vérité selon les étudiants. Ousseynou Diop Papipsek. Les étudiants ont marché sur une distance de 3 km pour réclamer justice pour 2 de leurs camarades, Alpha Yoro Tunkara et Prosper Clédor Senghor. Ils ont scandé durant tout le trajet les noms de ces 2 martyrs tués respectivement les 9 et 21 février 2024 lors des manifestations contre le report de la présidentielle. Pour réclamer justice pour nos camarades martyrs qui ont été injustement abattus par les forces de défense et de sécurité ici l'année dernière, le premier Alpha Yoro Tunkara et le second Prosper Clédor Senghor. Nous avons demandé qu'on baptise le nom de nos camarades Alpha Yoro Tunkara et Prosper Clédor Senghor, le nom des chapiteaux numéro 1 et 2. La journée noire à l'université Gaston Berger a paralysé toutes les activités pédagogiques et administratives. Les étudiants veulent que toute la lumière soit faite sur la mort des 2 étudiants tués lors des manifestations politiques sous le régime du président Macky Sall et que leur mémoire soit respectée. À l'État du Sénégal, nous leur demandons d'abroger la loi d'amnistie conformément à ce qui a été annoncé par le Premier ministre du Sénégal, le président Ousmane Sonko. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est cette loi d'amnistie-là qui constitue aujourd'hui une entrave à la manifestation de la vérité. Ces journées vont se poursuivre ce jeudi. Les étudiants vont organiser des séances de prière pour Alpha Yoro Tunkara et Prosper Clédor Senghor, 2 étudiants assassinés froidement par les forces de l'ordre au mois de février 2024. Comment faire pour que le Sénégal puisse profiter des opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, un des objectifs des échanges entamés ce matin par des universitaires sous la direction de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Voici à ce propos professeur Ousmane Thiaré avec Alassane Ba. Le rôle de l'Académie aussi, c'est de prodiguer des conseils, c'est de donner des avis à l'État du Sénégal. Comme vous le savez, l'État du Sénégal a lancé son agenda national de transformation 2050, qui est vraiment axé aussi sur le numérique. Donc d'ailleurs, le chef de l'État va présenter le NULDU technologique le lundi prochain, le lundi 24 février,
qui va définir en tout cas la politique numérique du Sénégal dans les années à venir. Et l'Académie est en train de jouer son rôle en faisant des recommandations, en donnant l'état de la recherche au niveau de l'IA pour essayer d'aider le Sénégal aussi à atteindre les objectifs en termes de digitalisation du secteur public, de digitalisation aussi de beaucoup de processus. Donc je pense que l'Académie est dans son rôle naturel et comme vous le savez, nous avions lancé un appel à la communication qui a permis de rassembler beaucoup d'auteurs ici. Nous aurons 13 communications sur des articles, sur des sujets de recherche très importants sur l'IA et d'autres domaines. Et on a aussi eu l'occasion d'avoir 2 keynotes ce matin sur des leçons extrêmement importantes sur l'IA et les enjeux, les défis, mais aussi sur le lien qu'il faut établir en tout cas entre les mathématiques et l'informatique pour développer l'intelligence artificielle. Il ne faut pas aussi qu'on oublie que le Sénégal aussi a lancé 2 stratégies. Il y a une stratégie sur l'intelligence artificielle et une autre stratégie sur les données. Sans doute, après le lancement du Nidul technologique, les idées seront beaucoup plus claires, en tout cas pour fixer le cap. Tout autre chose à Keur Ndiaye-Lo, dans la commune de Sangalkam, à Dakar, dont des jeunes accusent le maire d'avoir vendu l'espace dédié aux équipements. Ils ont tenu un rassemblement de protestation devant la gendarmerie. Voici le porte-parole avec notre équipe sur place. Nous sommes là pour répondre à une convocation de la part d'un privé qui est venu à Keur Ndiaye-Lo pour nous donner une convocation concernant les équipements qui se trouvent dans le lotissement 44 544 R. Ces équipements servaient principalement à la construction d'une mosquée, d'un centre, d'un complexe commercial et aussi un espace vert qui était là-bas. Mais maintenant, le maire a pris ces équipements pour le donner à un privé. Il a convoqué 6 de nos compatriotes et nous voulons simplement qu'on les laisse revenir chez nous. Nous interpellons monsieur le maire pour qu'il puisse revenir à la raison. Parce que cet équipement appartient à Keur Ndiaye-Lo et la jeunesse de Keur Ndiaye-Lo est là pour faire face. Nous sommes prêts à mourir pour récupérer ce qui nous revient de droit. Au niveau de Keur Ndiaye-Lo, on n'a plus d'espace vert. On n'a plus rien. C'est seulement cet espace qui reste pour la population de Keur Ndiaye-Lo. Donc nous demandons aux autorités de s'enquérir de cette situation et de nous donner gain de cause. Et le maire en personne nie ces accusations. Voici Alpha Bokar Khouma avec notre équipe sur place. C'est le 5444R. Comme vous le regardez, voilà le plan. C'est des équipements dédiés. C'est un lotissement initié par le maire de Bambilor. Parce qu'avant le découpage, une part de Keur Ndiaye-Lo faisait partie de la commune de Bambilor. Moi, je parle de ce, je n'ai pas pour cela aucun morcellement. Mais l'administration, c'est une continuité. Quand je suis arrivé, j'ai vu les équipements et un espace vert. Je peux vous dire aujourd'hui que l'espace vert qui réclame est là-bas, c'est 254 mètres carrés. Un nommé par de sec qui habite à Keur Ndiaye-Lo, que tout le monde connaît, qui avait un projet d'un centre de formation à hauteur de 150 millions. On a discuté sur le projet et j'ai vu que le projet est un projet très ambitieux. Parce que c'est un projet pour la formation des jeunes en soudure et métallique, ainsi de suite. Donc on a discuté sur le projet, je lui ai fait une autorisation de loti pour que vraiment le projet puisse être habité dans ce terrain. Mais à ma grande surprise, quand il a démarré les travaux, des jeunes qui habitent à Keur Ndiaye-Lo vraiment se sont formés en un collectif s'y opposer. Par ce qui a entamé les travaux et ils ont vraiment enterré certains trous et détruit quelques matériaux qui se trouvaient sur le terrain. Par la suite, c'est par ce qui a porté plainte pour destruction de biens appartenant à autrui. Donc cette plainte-là, cette convocation-là, je n'en ai pour rien du tout. Même moi, j'ai appelé le commandant de la brigade et par ce pour que vraiment on laisse tout. Et Keur Ndiaye-Lo, moi je suis le maire, j'habite là-bas. Je n'ai pas de problème dans mon village natal qui m'a tout donné. Mais tout ça, c'est de la politique, c'est des manipulations. Et je vous dis ici que personne, je dis, jusqu'à l'extérieur, ne peut sortir un acte qui montre ou bien qui détermine que j'ai vendu X. Ça, c'est pas possible. En sport, athlétisme d'abord, Kaolack va accueillir un meeting international, un événement attendu le 19 avril selon l'organisateur Manirou Dembélé. Le voici avec Cher Sadibou Diarra.
Et depuis l'année dernière, nous avons lancé des meetings. On avait commencé avec le meeting de Saint-Louis et aujourd'hui on est à Kaolack. On maintient Saint-Louis et on rajoute Kaolack. L'objectif, c'est de rajouter après d'autres villes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos athlètes, ce qui les manque, c'est de la compétition. C'est-à-dire voir d'autres personnes, d'autres athlètes qui sont partout dans le monde, puissent rivaliser avec eux. Nous, notre objectif, c'est de faire de ces villes-là, Kaolack, Saint-Louis, Diourbel peut-être, pourquoi pas, faire des meetings de renommée internationale. Ce meeting, il est inscrit sur le calendrier international de World Athletics, qui est l'équivalent de FIFA en football. Il faut savoir que c'est un meeting qui rapporte des points au niveau ranking pour que les athlètes puissent se qualifier aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques de la jeunesse. On va intégrer la petite catégorie, qui sont l'avenir de demain. Il y aura quelques courses pour la petite catégorie pour les permettre de se rivaliser avec les meilleurs athlètes du Sénégal et de la sous-région. On a pas mal de demandes, on commence à recevoir des demandes de participation de partout dans le monde, des États-Unis, de la France, Belgique. Il faut savoir que les athlètes sont payés parce qu'il y a des primes qui vont être mises en place. Et puis en foot, la Jeanne d'Arc de Dakar a un nouveau président, Joseph Gabriel Sambou, il se nomme à la tête du club actuellement en National 1. Il compte s'appuyer sur un travail collégial pour réussir sa mission. Cher Sadibou Diarra. Porté à la tête de la Jeanne d'Arc de Dakar, à la suite d'un consensus, Joseph Gabriel Sambou prône l'union pour permettre au club un retour au premier plan. Le plus important, c'est la réconciliation de tous les fils de la GIA. Ça peut sembler quelque chose d'aérien, mais ça ne l'est pas du tout. La GIA unie est imbattable. Mais pourquoi on devrait alors se diviser? Premier maillon de la feuille de route, c'est la réconciliation. Deuxième maillon, nous avons un programme que nous avons pris le temps d'écrire, de l'enrichir avec les apports de Serigne Baké et de Moustapha Bitey. C'est un programme de modernisation et de performance. C'est un programme pour donner à la Jeanne d'Arc, redonner à la Jeanne d'Arc son identité de club formateur. Il faut que dans toutes les disciplines, que ce soit encore le cas. Parce que ça, c'est l'identité formatrice de la Jeanne d'Arc. Nous allons nous y atteler. Un renouveau galvanisant, une bouffée de confiance pour la suite. Je suis animé par deux sentiments de fierté et d'émotion, parce que je suis fils de la Jeanne d'Arc aussi. Et depuis tout petit, j'étais fan de la Jeanne d'Arc, supporter de la Jeanne d'Arc. J'ai vu les papes Nyokhor Fall jouer, et puis je me rappelle des Jeanne d'Arc Raja Casablanca. Je me rappelle de beaucoup de matchs que je suivais étant tout petit. Aujourd'hui, je suis là, je suis que fier. Je pense que ça va aller, Inch'Allah, et ça va aller, Inch'Allah. L'équipe Fanion, parce que c'est la vitrine, parce que c'est la locomotive, cette équipe Fanion doit quitter la N1, aller en N2, puis en L1. S'il plaît à Dieu, avec l'apport de tout le monde, nous y arriverons. Avec l'élection de Joseph Gabriel Sambou à la présidence, la Jeanne d'Arc de Dakar retrouve de l'ambition. Reste à la matérialiser sur les terrains. Ici présent, Les académies de football peuvent encore gagner en qualité selon David Powell, le manager de projet de système d'académie à la FIFA. Annonce faite à l'occasion d'un séminaire de 2 jours. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. Il y avait déjà beaucoup de succès au Sénégal, mais c'est la fondation, la structure qu'on va améliorer. Donc nous pensons avec aussi FIFA et Anthony Bafo, le TDS Lead, il y a beaucoup de potentiel pour améliorer et créer le lien entre les écoles de foot, les académies et les centres de formation. Je pense que c'est pour les écoles de foot important la structure de base. Quoi c'est nécessaire pour définir une académie? Quoi c'est nécessaire d'avoir un directeur technique d'académie qui a besoin, mais aussi l'encadrement des joueurs, les fondations, les infrastructures,
les ressources humaines. Donc je pense que aussi pour les gens de l'école de foot, c'est important d'échanger avec les académies comme Génération Foot, comme Diambars. C'est les académies de très haut niveau, ça c'est important. Il y a aussi un séminaire à la fin de l'année, une deuxième qu'on va faire. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec le président du Haut Conseil du dialogue social, M. Mamadou Lamine Dianté. A tout de suite.